Parapsychologue n'est pas un titre protégé en France ni partout ailleurs. Seul Jeffrey Mishlove, l'auteur de Root of Consciousness et des podcasts New Thinking Allowed, a eu un PhD en parapsychologie aux États-Unis. C'était à Berkeley en Californie en 1981 et depuis la porte s'est refermée. Parapsychologue est donc une sorte de label que certains voyants mettent sur leur plaque. N'importe qui en fait peut faire n'importe quoi sous couvert de ce terme. Et même les chercheurs finalement en parapsychologie n'emploient pas nécessairement ce vocable et s'appuient sur leurs autres titres et diplômes reconnus et protégés. C'est par exemple le cas de Marilyn Schlitz, qui a été présidente de la Parapsychological Association, l'organisation professionnelle des chercheurs en parapsychologie, et elle a dit lors d'une allocution présidentielle tout le mal qu'elle pensait de ce terme galvaudé. Ironie d'histoire, elle a été choisie par Dan Brown, l'auteur à succès du Da Vinci Code, pour devenir un personnage de fiction, Catherine Salomon, chercheuse en noétique, dans le livre Le symbole perdu. Alors, la question c'est comment savoir si un parapsychologue est un véritable scientifique du paranormal ou pas. Dans mon livre sur la parapsychologie à paraître en 2023 chez Human Science, je développe deux critères pour définir un parapsychologue. Le premier critère est un critère épistémologique, c'est-à-dire relatif au positionnement scientifique, et l'autre est plutôt méthodologique. Donc le critère épistémologique permettrait de distinguer la parapsychologie de toutes les autres approches scientifiques dont le paranormal peut être l'objet, d'une façon ou d'une autre. Le parapsychologue, en fait, aborde dans son travail la question de la réalité d'un processus inconnu, sous-jacent aux phénomènes dits paranormaux. Il n'a pas besoin de conclure dans ce sens ou dans un autre concernant ce processus. Il explore en fait ce réel sous toutes ses coutures. Et donc ce principe lui permet d'envisager comme hypothèse scientifique légitime une force, le psy ou quoi que ce soit derrière. Donc vraiment c'est l'idée d'avoir une démarche vertueuse, d'un savoir en acte. Par exemple, après une étude de la télépathie, qui peut mettre en concurrence une hypothèse parapsychologique avec des hypothèses psychologiques, le résultat, qui viennent favoriser l'une ou l'autre interprétation, n'empêche guère de considérer que l'ensemble de l'étude est une véritable recherche parapsychologique. L'essentiel est donc de se donner les moyens de mettre à l'épreuve nos préjugés réductionnistes. Le second critère est méthodologique, ça renvoie à la capacité du parapsychologue à soumettre ses travaux à la critique par les pairs. C'est ce qu'on va appeler en épistémologie aussi le scepticisme organisé. C'est un processus essentiel dans le champ scientifique, c'est à la base de la constitution de ce que nous appelons la communauté scientifique. Comme dans d'autres disciplines, la parapsychologie s'est dotée en fait d'institutions qui organisent des colloques avec des comités scientifiques qui vont sélectionner les exposés dignes d'être présentés. Il y a également des journaux, des revues dotées de comités éditoriaux qui filtrent les publications soumises selon des critères de qualité. Avec ces deux critères, on peut avancer un peu sur la question de savoir qui sont les experts en parapsychologie, qui est un parapsychologue, qui n'est pas vraiment un parapsychologue ou pseudo-parapsychologue. Et c'est pas si évident en fait de s'y repérer, même avec ces deux outils. Pour cet épisode, je vais me baser sur un exemple français de pseudo-parapsychologie, qui est celui d'Yves Lignon, qui a fini maître de conférence en statistique à l'université de Toulouse en 2005, par la voie d'une promotion interne par liste d'aptitude, c'est-à-dire sans concours basé sur ses compétences scientifiques et pédagogiques. Et Yves Lignon est connu pour s'être parfois laissé appeler professeur à l'université de Toulouse 2, sans en avoir le titre. Notamment, cela est écrit en 4e de couverture de ses ouvrages Les phénomènes paranormaux et Quand la science rencontre l'étrange, ce qui a déjà été dénoncé par d'autres personnes. Il a également été dit que Lignon n'était ni un mathématicien ni un statisticien. En réalité, même s'il a des compétences en ce domaine, il n'est pas reconnu finalement comme chercheur en particulier. Il est pourtant l'un des 3 co-auteurs du livre Méthode statistique qui a été publié en 2000 par l'éditeur scientifique Ellipse. Il est détenteur d'un diplôme d'études approfondies de statistiques mathématiques, obtenu avec mention bien, mais en réalité son travail était d'enseigner les statistiques à un niveau universitaire, mais pas d'être un chercheur reconnu comme statisticien avec un diplôme spécifique. Le plus étonnant, c'est que Yves Lignon se disait également directeur et fondateur d'un laboratoire de parapsychologie à Toulouse, laissant l'ambiguïté sur le fait que ce laboratoire était rattaché à son université.
Et cette activité a parfois bénéficié effectivement de subventions en 78 et en 79, sans avoir une attache universitaire pérenne. Et le fait de scotcher une feuille A4 où est inscrit laboratoire de parapsychologie sur la porte de son bureau est un peu catchy. Yves Lunion a surtout édité et réédité de nombreux ouvrages sur la parapsychologie. De ce côté, les éditeurs lui dressent en général un tapis rouge, et il a un fan club grandissant, surtout pour ceux qui apprécient son goût pour la polémique, servi par le charisme occitan du personnage. Lignon est surtout connu dans l'Hexagone pour ses très nombreuses interventions médiatiques sur le sujet du paranormal, à la télé, dans la presse et aussi à la radio. En matière de parapsychologie scientifique stricto sensu, il a publié quelques articles dans les revues qu'il dirigeait, comme la Revue française de parapsychologie à un moment, mais on ne trouve de lui aucune publication parapsychologique dans des revues à comité de lecture extérieures ou dans des revues spécialisées en parapsychologie. S'il prétend s'intéresser à la question de la réalité des phénomènes paranormaux, ayant participé à la mise en place d'expérimentations, remplissant donc le critère épistémologique que j'ai donné tout à l'heure, Yves Lignon ne se confronte pas véritablement au jugement par ses pairs quand il publie ses résultats dans des revues déjà acquises ou dans des livres grand public. Faire de lui en réalité un expert de la parapsychologie tient du miroir aux alouettes, il a l'expertise qu'on veut bien lui prêter. Mais non content de cette prétention, il en vient à s'approprier le travail des autres chercheurs. Et c'est là un bon moyen de se faire une idée des méthodes et des méfaits dont il peut faire preuve, même si, je préviens, il serait injuste de le réduire à cela. Je vais donner un exemple précis, suffisant pour poser la question du plagiat, et je laisse à d'autres le soin de vérifier que cette pratique ne s'est pas étendue à d'autres occasions. Attention, avant de faire cette vidéo, j'ai prévenu Yves Lignon de ce que j'avais découvert, et il m'a proposé lui-même plusieurs explications que je vais analyser. Nous sommes le 19 décembre 2010, Sud Radio diffuse l'émission Les Clés du Mystère, co-animée par Yves Lignon. Le thème de l'émission de ce jour est « Les enfants et la parapsychologie ». Lignon y présente quelques anecdotes personnelles, ainsi que 3 cas, Bernard, Marguerite et un enfant handicapé étudié par le professeur Ricordon. À aucun moment de l'émission, Lignon ne cite la source de ces cas, qui est en réalité le livre du psychologue Joachim Soulière, Les enfants et le paranormal, paru 2 mois plus tôt chez Derby. Pourtant, Lignon a lu ce livre. En mai 2011, il m'avait écrit un mail pour me demander des conseils bibliographiques pour un autre livre qu'il allait rééditer. Comme je lui parle des livres de vulgarisation parus chez Derby, il m'écrit donc le 10 mai « Celui de Joachim Soulière sur les enfants et le paranormal m'a beaucoup déçu. » Comme je lui demande des précisions, il me répond le 13 mai « Ce n'est pas la partie analytique, au contraire fort intéressante, mais les cas cités qui m'ont paru manquer de consistance. J'ai eu un peu de mal à en tirer une émission. Et comme il me semble que c'est d'abord avec de bonnes histoires que nous pouvons attirer l'attention du grand public sur notre problématique, etc. etc. » Il dit donc clairement qu'il a tiré une émission de ce livre. Pour ce faire, il a transformé certains des témoignages exposés dans le livre pour en faire de bonnes histoires. La méthode est simple, il prend un témoignage, change le nom des témoins, rajoute des éléments pour nourrir un peu le contexte, et prétend que le dossier a été communiqué directement à son groupe d'études. Le plagiat saute aux yeux, mais aussi aux oreilles, car les témoignages sur lesquels se base Joachim Soulière sont des récits spontanés réalisés également sur Sud Radio, dans une autre émission qui s'appelle Les Aventuriers de l'étrange, auquel, moi Renaud, j'ai participé lors de certaines émissions justement consacrées à ces témoignages. Donc j'ai été stupéfait de voir que Sud Radio plagiait Sud Radio. Et en fait, ça se vérifie très facilement car ces émissions sont disponibles en libre accès sur le net. Vous n'avez qu'à suivre les liens dans la description. Je vous détaille les faits. Dans l'émission, Yves Lignon commence par raconter le cas de Bernard, un témoignage recueilli par mon équipe. Ça vient du Sud. Bernard serait un commercial d'une 30aine d'années. Il fait un rêve où sa petite fille de 2 ans sort de son lit, escalade la fenêtre et tombe du 4e étage. La scène se produit dans la journée, sous une forme symbolique. Bernard va entrer dans la salle de bain où sa femme est en train de changer la couche de sa fille, et celle-ci, le voyant, fait un mouvement et tombe de la table allongée, pour se faire une grosse bosse. Ce témoignage est exactement celui de José, qui est intitulé « L'instinct paternel », pages 13 à 15 du livre de Soulière, le premier témoignage qu'il expose.
Quelques détails superflus et même incohérents sont apparus dans le récit de Lignon. La petite fille aurait été difficile à concevoir, expliquant l'attachement spécial du papa, comme si on avait besoin de ça pour qu'il y ait un lien télépathique. Le père aurait fait le rêve puis serait parti au boulot, alors que Joachim Soulier raconte que le père fait le rêve, se lève en sursaut pour chercher sa fille et la scène se déroule. Enfin, Lignon dit que le père a eu le temps d'entrer dans la salle de bain, de parler à sa femme, etc. et que c'est après un certain temps que la fille serait tombée, alors que Soulière dit que le père entre dans la salle de bain, la mère a le dos tourné, sa fille le voit, bouge, tombe. On peut facilement comparer avec le témoignage de José en suivant le lien dans la description. Deuxième témoignage, celui du rêve prémonitoire de Marguerite. Encore une fois, Lignon dit tirer toutes ces petites histoires des archives du laboratoire de parapsychologie. Il date même ce témoignage d'une vingtaine d'années, ce qui ne manque pas d'étonner. En effet, à l'antenne des Aventuriers d'étranges, l'autre émission, Marie-France avait dit que cet épisode de sa vie lui revenait parce qu'elle avait d'autres expériences télépathiques avec sa fille. Ça avait l'air d'être la première fois qu'elle en parlait. Marguerite, selon Lignon, se souvient qu'à 14 ans, elle devait aider le curé pour une cérémonie de communion solennelle. La veille, elle a fait un rêve où elle se voyait faire toutes les tâches qui lui seraient demandées le lendemain, notamment rechercher des partitions dans des endroits de l'église où elle n'avait jamais mis les pieds, monter un escalier qui devait l'amener près de l'orgue. Et c'est exactement le témoignage de Marie-France, qui est appelé comme dans mon rêve, page 37 à 40 du livre de Soulière, avec des détails superflus, comme surajoutés pour que tout cela tienne en 10 minutes, faisant croire que Lignon connaissait personnellement chacun des protagonistes. Et on peut facilement comparer à nouveau le témoignage de Marie-France en suivant le lien dans la description. Cerise sur le gâteau, le dernier cas, celui d'un enfant handicapé mental et malvoyant, vu par le professeur Peters à l'université d'Oxford. Il avait réussi des tests ophtalmiques en présence de sa mère, comme s'il compensait son déficit visuel avec une télépathie avec sa mère. Peters procédait à des expérimentations à distance qui donnèrent de bons résultats, en séparant donc la mère et l'enfant, et publia le tout en 1968. Soulière en parle, page 61-62, sous titre « La perception accompagnée ». Et on trouve déjà le cas plus en détail chez Sheldrake en 2004 dans le livre Le 7e sens, page 85-88, et pour cause, c'est ce premier cas de télépathie qui a fait sortir Rupert Sheldrake, le biologiste, de son scepticisme. On voit dans ce cas qu'Yves Lignon n'a pas consulté l'article initial. Il tient comme protagoniste principal le professeur Recordon, qui n'est pas en réalité un professeur, qui est un simple ophtalmologiste qui s'est vite retiré de l'étude quand ça devenait trop parapsychologique. Peters, l'auteur principal de l'article en vérité de cette étude, a tenu à le mettre en premier auteur car c'était à lui qu'il devait ce cas. Mais c'est le professeur de biochimie Peters qui a mené toute l'expérience, aidé par Stratton au départ de Ricordan. En dehors, en réalité, des anecdotes personnelles de Lignon, on a là tout le matériel qu'il a analysé, entièrement pompé dans un livre qu'il ne cite jamais. Passons maintenant aux échanges que j'ai pu avoir avec Yves Lignon à ce sujet. Je l'ai interpellé le 14 mai 2011 et il m'a répondu par mail un mois plus tard, le 28 juin. La citation du livre de Joachim Soulière a pu être coupée pour le podcast car le réalisateur en fait aussi souvent une version courte de l'émission lorsque la norme des 5 minutes par intervention orale n'a pas été respectée. D'autre part, il faut que vous sachiez qu'une bonne partie du matériel utilisé par les aventuriers de l'étrange n'avait rien dit pour dire les choses en les éduquant beaucoup, et qu'en parlant sur ce point du travail du GEPP, le groupe d'Yves Lignon, je ne fais que rendre à César ce qui lui appartient. Plus largement, je ne peux ni ne veux laisser tomber dans l'oubli ce qui s'est fait à Toulouse entre 1974 et 1999, et suis décidé à le rappeler de plus en plus souvent. Lignon prétend donc qu'il a cité sa source à l'antenne, le livre de Soulière, mais que cela a été coupé au montage. Il prétend également que le matériel utilisé par l'émission Les Aventuriers d'étranges était pompé lui-même sur le travail de son groupe d'études. Ce serait le plagié qui est plagiaire. On va analyser ces deux affirmations. Lignon affirme avoir communiqué ses sources à l'antenne, sauf que ça aurait été coupé du montage du podcast. C'est dur à croire. D'ordinaire, on ne coupe pas, on ne monte pas comme ça un podcast, puisqu'on s'en fiche de la taille du fichier. Et dans cette émission, Lignon prend encore plusieurs minutes à la fin pour revenir sur une expérience de voyance testée en ligne, puis annonce le programme de la prochaine émission. Bref, autant d'éléments
qui aurait justifié un montage s'il s'agissait de gagner de la place dans le résultat final. Le renvoi vers un livre récent et apparemment très utile n'a pas pu être scotomisé de cette manière. Quant à la contre-accusation de plagiat à laquelle se livre Lignon, elle est faramineuse. L'émission des Aventuriers d'échange recevait des témoignages en direct de personnes de la France entière. Les 2 témoignages choisis datent de 2007. Ils peuvent être écoutés et Lignon prétend les avoir recueillis 20 ans auparavant. Bon, la coïncidence est tellement énorme que Lignon présente ces 3 cas dans l'ordre de leur présentation dans le livre. Vraiment, les planètes se sont alignées d'une étrange manière et dernier clou sur le cercueil de ces mensonges, il prétend avoir recueilli les mêmes cas, tout en les ayant légèrement modifiés afin de maquiller sciemment le plagiat. Donc au lieu de faire ses excuses et de demander le retrait de l'émission, Lignon préfère multiplier les mensonges, aucun scrupule à voler le travail des autres. Pourquoi Yves Lignon en arrive-t-il à plagier les travaux des chercheurs ? Lui qui se donne des airs de professeur et a consacré un demi-siècle de sa vie à la parapsychologie, il n'a pas, en fait, sous la main quelques témoignages, quelques travaux qui lui permettraient de faire un exposé correct lors d'une émission de vulgarisation. S'il en est réduit à voler les recherches d'un autre pour en plus les maltraiter, cela signifie-t-il que les dossiers du GEPP ou de l'OR3P et ces autres organisations, et plus généralement l'expertise scientifique présumée d'Yves Lignon, ne sont que des coquilles vides ? Dans le monde scientifique, commettre un plagiat revient à commettre une fraude. Cela vous décrédibilise en tant que chercheur et tous vos travaux antérieurs sont dès lors réconsidérés. Encore faut-il avoir des travaux dignes de ce nom à analyser. On comprend bien que dans l'environnement francophone, le défaut d'experts consensuels en matière de parapsychologie fait que peuvent pulluler les pseudo-experts qui ont pour compétence d'avoir plus de gouaille et peut-être plus de capacité de vulgarisation que les véritables chercheurs. Néanmoins, il y a un travail de vigilance à effectuer, notamment de la part des médias, pour ne pas augmenter abusivement l'aura et la portée de pseudo-experts qui font commerce d'une renommée imméritée. Je parlerai dans un prochain épisode d'un autre cas de pseudo-parapsychologie, et si vous voulez ne pas le manquer, il vous suffit de vous abonner.